Mon père ne parlait pas. Le déjeuner se passait, les yeux fixés, me traversant. On terminait le déjeuner, il partait au piano. Et là, 2 heures de piano extraordinaire. Bon, ça a été un peu mon drame parce que lui vivait là-dedans. Je suis né en Lorraine. On est dans la partie de Lorraine tout à fait industrielle. Tout dépendait de l'usine et c'était tout en soi une organisation complète, dont un groupe de médecins et un hôpital. J'étais seul enfant et réputé de très fragile et très entouré par une mère aimante et encore plus par une grand-mère qui habitait également avec nous. Et d'où des demandes de conseil du médecin très souvent. C'était le médecin de l'usine qui venait. Et alors, la venue du médecin, pour moi, était quelque chose, c'était un rite et tout à fait impressionnant. Alors, j'avais un homme qui arrivait, qui tout d'un coup, s'adressait à moi directement, déjà. Et je devenais tout d'un coup presque un adulte, coopérant directement avec lui. Les 2 femmes qui étaient ma grand-mère étant éloignées. Enfin, c'était véritablement un moment pour moi étonnant. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, il n'était pas rétribué. C'était un homme apparemment désintéressé, qui était respecté, qui devait avoir beaucoup de puissance, puisqu'ensuite, il apportait le calme chez ces 2 femmes qui avaient tendance à grandir mes petits mots d'enfant. Et ce qui fait que véritablement, pour moi, c'était l'idéal de toute possibilité que d'essayer de le prendre comme modèle. Lorsque la guerre est arrivée, ça a été la coupure avec la vie tranquille que j'ai, la vie tranquille et ordonnée. Mais alors, pour vous, l'objectif c'était de devenir médecin généraliste. Ah, totalement. Alors ça, je suis partie avec une notion qui était très précise, très simple. Je fais médecine et je serai médecin comme ce modèle que j'avais connu. C'était ça mon modèle. Pendant votre enfance, donc. Et bien entendu. Voilà. Et du coup, je n'avais plus qu'une envie, c'était de me préparer à la médecine générale, donc d'acquérir d'abord la plus grande variété possible dans tous les domaines possibles. Ça a été l'occasion pour moi, quand j'étais dans le service de gynécologie obstétrique, de connaître celle qui est devenue mon épouse et avec laquelle je me suis mariée. Elle était en formation de sage-femme, elle, et c'était un complément tout à fait heureux que d'avoir le médecin généraliste que je me proposais d'être et le complément vraiment qui était la sage-femme. Et c'était juste à la fin de la guerre, il y avait l'apparition d'une nouvelle pathologie à la naissance touchant des enfants du fait d'une incompatibilité sanguine dans le système des groupes sanguins. Et c'est ça qui donne la maladie hémolytique du nouveau-né. Oui. C'était une maladie Rhésus pour condenser. Et c'était tout à fait neuf. C'est le seul traitement jusqu'à présent. On ne savait pas traiter, on ne savait pas prévenir cette pathologie qui survenait pendant la grossesse. Et ce qu'il fallait faire à la naissance, ils avaient une destruction de leurs cellules sanguines
Et il fallait tout de suite leur changer leur sang. J'étais sous la protection de Lacombe, de Madame Bourreau, introduit auprès de Buot. Buot me dit, c'est bien, j'avais besoin de quelqu'un, toujours pour faire, au moment des exsanguino-transfusions, vous pouvez venir. J'ai été un bon candidat pour être son second. Et c'est ce qu'il m'a proposé au bout de quelque temps. En me disant, vous débrouillez pas mal, alors écoutez, le prochain coup, j'y vais avec vous, mais c'est vous qui tiendrez la seringue. La seringue. Mais alors là, vous êtes devenu médecin de transfusion. Oui, c'est ça, médecin de transfusion. Et du coup, vous allez continuer à... Oui, on avait 5 ans de différence avec Buot, mais pour moi, c'était le maître, vraiment. Et il me dit, ça va, moi je pars et je prendrai mon dimanche, je prendrai ici. Et moi j'étais très heureux comme tout. C'était assez solennel, il était installé, je restais debout, je dis, monsieur, c'est terrible, je n'arrive pas à enregistrer ça. Bon, c'était la vie même, et pour moi, c'était le soutien continuel. Alors je lui dis, monsieur, je voulais en particulier vous demander, qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer Buot? Il me dit, oui. Les Buot vont maintenant régulièrement vous le remplacer. Et je dis oui, Eh bien écoutez, je ne vois pas pourquoi vous soulevez ce problème. Et c'était vous le remplaçant. Continuez. Ouais. À ce moment-là, au lieu de partir sur la médecine générale, je suis resté sur Paris et j'ai été pris dans ce secteur qui était celui tout neuf de la pathologie de l'enfant en liaison avec la mère. Bon. Oui, mais M. David, M. David, à l'époque, oui. L'incompatibilité fœto-maternelle, oui. C'était un drame. Ah, bien entendu. On n'en connaissait pas la cause. Comment ça se passait quand une femme accouchait d'un enfant et qu'il y avait une incompatibilité résolue? Alors, à la naissance, on attendait l'enfant parce qu'il pouvait être extrêmement atteint, il fallait l'exsanguiner très vite. Donc, à la naissance, on était, à ce moment-là, on était sur place. Il fallait aller très vite, donc dès la naissance... Extrêmement vite. Contrôle physique, bref, de l'enfant, prélèvement tout de suite d'un peu de sang par l'ombilic, et tout de suite, le laboratoire était à 50 mètres et fonctionnait jour et nuit. D'accord. En permanence. Ce que vous faisiez, quand il y avait des anticorps, oui. Vous retiriez le sang de l'enfant oui. Et vous transfusiez... On faisait un changement, on transfusait par exemple avec... Tout le sang de l'enfant. Oui. Mais c'était risqué, ça. Oui, bien entendu. Ça se passait par fraction. C'est-à-dire que c'était une dilution progressive. Ah, d'accord. Vous aviez... c'était pas en retien. Non, c'était pas vidé d'un côté global. Non, c'était par 10 cm3 pompé, réinjection de 10 cm3, etc. Donc ça prenait un certain temps. Ça mettait 1 heure. Mais c'était déjà pratiqué dans d'autres pays? Aux États-Unis. Justement, Bessis avait vu à la fois la compréhension de cette maladie, qui était mystérieuse. Il avait vu ça aux États-Unis et il l'a réimplanté. Et il ne voulait surtout pas en faire. Il avait juste appris ce qu'il fallait pour pouvoir le transmettre. Celui qui a été, c'est Buot
qui avaient la connaissance. Comment réagissaient les parents, comment réagissaient les mères, puisque cet enfant, s'il n'avait pas été traité, non, c'est ça. Il allait mourir. Les mères étaient préparées parce qu'ils avaient perdu un enfant d'une journée. Ça, c'était le schéma perte d'un enfant. Et on les avait pour deuxième, troisième, quatrième grossesse, vous voyez. Et là, vous sauviez l'enfant. Et là, ah oui, bien. C'est-à-dire qu'on le sauvait, il y avait une situation où on ne pouvait rien faire. L'enfant était tellement atteint, il était en état dit d'anasarque placentaire. Voilà. Alors ces enfants étaient étonnants, ils se présentaient, au lieu d'être des maigrichons comme les autres, etc., ils étaient bouffis, déformés même, bourrés d'eau, blanc un peu blanc comme ça, gros ventre, énorme rate, bon, tout l'ensemble était. À la naissance, il poussait un cri, et ou bien il respirait pendant 5-10 minutes, voire une heure, et il mourait. Normalement, s'il n'avait pas été aussi gonflé, on les aurait commencé une exsanguino-transfusion. Là, il n'en était pas question. Et il était admis que d'un sac placentaire, on n'y pouvait rien. Et je me souviens vraiment tellement, ça m'avait beaucoup. C'est une image qui m'est restée, parce que j'étais je le regardais, cet enfant, que de temps en temps. Puis on attendait 2 minutes. Puis bon, c'était l'agonie, simplement qui dure un petit peu de temps. La combe passe, vient, et je dis, oh, c'est tout de même terrible qu'on puisse rien faire. On devrait faire quelque chose. Et la combe me dit, mais bien entendu, vous les guérirez, en me jugeant complètement déconnecté avec cette notion que j'osais dire, écoutez, on peut peut-être tenter quelque chose. Et puis un jour, je suis assez frappée parce que on faisait tout de même un prélèvement de sang par la veine ombilicale et je coupe le cordon pour avoir du sang. Le sang sort avec une hyperpression extraordinaire. Je rate un petit peu, je l'avais coupé trop court le cordon, je rate la pose du clamp. Le temps que je me redemande une pince adaptée, etc., il se passe 3-4 minutes, mais avec des jets formidables. Et il fait, mais beaucoup plus profondément que normalement, le coup du mauvais clampage que j'avais fait, il m'avait frappé parce qu'il avait au moins survécu au point d'être... Et je me suis dit, mais il ne faut pas avoir peur, sans doute, de la saignée. Et donc, ce que j'ai tenté ensuite... Alors la combe était prête toujours à dire oui à ce que surtout si c'était quelque chose qui paraissait pas complètement aberrant. Et là, quand je dis, vous savez, que là, quand j'ai raté, il est mort un peu plus tard, et puis il y a une amorce de respiration. Je crois, moi, j'ai envie de tenter chaque fois. Écoutez, oui, on ne risque rien de toute manière. Avant, on les mettait de côté, puis c'est tout. C'était curieux parce qu'ils étaient en train de mourir d'une anémie et j'ai donc proposé qu'on les saigne beaucoup, qu'avant même de commencer à faire des alternances de ponction de sang et puis de réinjection, etc., j'ai essayé de faire des vidanges, si je peux employer ce terme, de tout ce qui était en surpression. Il était en surpression et ça a marché.
Et ça a été le début. Je me suis attaqué, c'était un peu dingue, mais à cette forme majeure de la Nasak. Et quelques années après, en effet, on a pu en guérir. Et c'était la première fois. C'était une première mondiale, professeur. C'était une première mondiale, ce qui fait que je vais au congrès de d'hématologie en Angleterre. Et je me souviendrai beaucoup, je n'ai pas beaucoup l'habitude et beaucoup de peine à parler ça en anglais. Et je décris et je donne les résultats. Standing ovation. Standing ovation. Une standing ovation. J'étais... Après, plusieurs années après, on a cherché à faire ce que je vous dis, mais in utero, avant de le faire naître. Et donc là, c'était le début d'une prise en charge prénatale. On commençait à considérer qu'il fallait non pas attendre. La naissance n'était pas le début de la vie pour le médecin. C'était déjà le préalable dont il fallait s'occuper. À Saint-Paul, il y avait deux chefs de service. Il y en avait un qui était le chirurgien, qui s'appelait Petit, qui était un grand gaillard. Et puis il y avait le pédiatre, c'était le Long. Et le Long était un tout petit bonhomme. Il y avait donc... Petit qui était grand et le Long... C'est ça. Donc Petit me dit, voilà, je suis chirurgien infantile et je voudrais prendre en charge la chirurgie lourde et en particulier, et tout spécialement, l'atrésie de l'œsophage. Les enfants naissants avec une absence d'œsophage. À l'heure actuelle, on n'y fait rien, on les laisse mourir. Et il y a maintenant, les Anglais font des essais de réparation, etc. Mais c'est des interventions vraiment extrêmement lourdes, difficiles, et nécessitant en plus une réanimation et après la nutrition, une nutrition équilibrée, etc. Je dis, monsieur, la réanimation, je ne suis pas un vrai réanimateur. Il me dit, écoutez, hein, je sais ce que vous faites, vous avez manipulé et exsanguiné. Bon, il savait un peu à quoi ça causait, un nouveau-né. Bon, ça sera un nouveau-né, mais dont j'ouvrirai le thorax. Pendant l'anesthésie, c'est mon épouse qui intube, qui s'occupe de tout, mais maintenir l'équilibre sanguin, etc., ça sera vous. Oui, mais, donc, Monsieur David, oui, quand même, Pierre, vous étiez confronté à des situations très difficiles et très aiguës, où Lacombe, Bureau, Petit, vous exposez des cas compliqués, vraiment difficiles. Et confronté à ces situations, souvent insolubles, ce qui me frappe, c'est que vous aviez une capacité d'initiative extraordinaire. Vous n'aviez pas, à l'époque, le regard des pouvoirs publics, des médias, des comités d'éthique. Et donc, vous aviez cette liberté d'entreprendre. Mais bien entendu. Ça a été une chance. C'était une chance. C'est une liberté d'entreprendre et puis tout de même un patron au sommet, très largement ouvert. Très largement ouvert. Vous étiez toujours sur le front, je dirais, de l'innovation, mais aussi du risque, de l'audace médicale de l'époque, et avec tout ce que ça comporte. Comment vous viviez ça?
cette nouveauté incroyable et avec le risque derrière. Oui, c'est vrai. À côté, j'ai qu'une réponse, j'étais passionnée. Rendez-vous compte que j'avais une vie d'imprévus, mais d'imprévus qui se construisaient, qui étaient des paris. Il y a quelqu'un qu'il faut introduire, dont j'ai jamais beaucoup parlé, mais qui était un modèle tellement extraordinaire, Laborit. Laborit était quelqu'un, pas par quelle voie, il était venu et je le voyais chez Lacombe. C'est lui qui a développé l'hibernation. Et je lui dis, mais cette hibernation, c'est même très, très astucieux. Et j'étais chez Petit avec des chocs extrêmement importants qu'on développait chez l'enfant qui était opéré. Et je me dis, mais dans le fond, ce serait probablement... C'est tout de même une voie. Au lieu de laisser se dépenser une énergie formidable, multiple, cardiaque, etc., de prendre le principe de Laborit, mettre au repos. Dans le fond, c'est une solution, probablement pour diminuer, pendant une intervention très très longue, avec saignement, remplacement de sang pas mal, ça serait quelque chose d'applicable. Vous avez utilisé ces méthodes pour les enfants? Bon, ça m'a... Donc l'hibernation, c'est quelque chose que j'ai vraiment adapté et Petit a finalement accepté que je le fasse. Vous vouliez être généraliste, vous êtes devenu médecin transfuseur, médecin réanimateur, incité à aller voir un petit peu, ou plutôt incité par vous-même à essayer de comprendre ce qui se passait. Vous avez expérimenté chez le lapin sur les maladies hémolytiques. Oui, c'est ça. Alors, je réalise la maladie hémolytique sur le lapin. Les Anglais avaient fait, mais ils ne parlaient pas de ce qui m'intéressait, la forme maximum, l'anasarque. Les groupes sanguins n'étaient pas déterminés comme pour l'homme, mais ça existait. Il y avait des anticorps. Et je peux réaliser des croisements. Mais je n'arrivais pas à l'anasarque. Et le jeune, c'était un jeune astucieux, responsable de l'animalerie. Il me dit, mais vous savez, les lapins, ça accouche beaucoup, principalement la nuit. On les retrouve le lendemain. Mais ça comme caractéristique, alors là il m'apprend le lapin, et il me dit ça comme caractéristique que ça fait disparaître très vite les placentas à toute vitesse et peut-être bien des anomalies. Pouh, l'idée venant, et je me dis mais si c'est ça, alors je dis ben si c'est ça, il faut que je reste, que je fasse. Ah ben il me dit, vous savez, on ferme à 7 heures. Et je n'ai pas le droit de rester, personne n'a le droit de rester dans aucun laboratoire. Il n'y a pas de demande de ce type-là, c'est pas possible. Je dis ça alors c'est embêtant. Et je discute un petit peu avec ma femme, parce que tout de même elle suivait en gros ce que je faisais, et toujours, elle était intéressée. Je dis, tu sais, moi je crois qu'il fait une chose, hein, c'est que pour être sûr de ça, il faudra assister à l'accouchement des lapins. Et pour faire accoucher à la saison, ou bien je t'enferme, tu te laisses enfermer à la fin ou bien on les amène à la maison. Ah, et donc la sage-femme... Et j'avais ma sage-femme, ouais. Et on l'amène à la maison, et à ce moment-là, moi je dormais tranquillement, et alors ils occupaient la baignoire,
Et si ça marchait, je me réveillais, attention, ça commence. Et à ce moment-là, oui, dans le lot, il y avait typiquement des anasarques. Ça a été le début de la recherche. Ouais, mais et comment tout ça, ça ne nous explique pas comment vous êtes venu à l'infertilité masculine. Oui, Lacombe, à qui je dois beaucoup, à commencer par le fait d'avoir rencontré mon époux chez lui à Saint-Antoine, était très très intéressé par tout ce qui était nouveau, avait suivi mes essais, me disait, mais vous savez, je suis sûr, là vous vous occupez des incompatibilités sanguines entre la mère et l'enfant. Mais moi je pense, me disait-il, qu'il doit y avoir des incompatibilités qui portent sur d'autres cellules que les cellules sanguines. Et sa grande idée était de dire, vous savez, je vois beaucoup de couples pour des problèmes de stérilité, et j'ai l'idée parfois que ça peut être d'origine masculine. On ne soupçonne jamais l'homme, mais ça peut être d'origine masculine. C'est ça que vous devriez rechercher maintenant. Lorsque j'ai commencé à vouloir vérifier l'hypothèse de Lacombe sur des couples qui avaient des stérilités non comprises dans leur mécanisme, il m'est arrivé à l'évidence, et très très vite, que souvent c'était du fait d'une déficience du sperme extrêmement importante. Mais ceci, on n'y touchait pas beaucoup. Ça n'entrait pas dans les schémas habituels. La femme étant responsable à tout point de vue de ce qui n'allait pas dans une reproduction, il n'était pas question d'aller attenter à la virilité masculine. Ça bouleversait un petit peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que les examens et que l'analyse du sperme étaient restés très 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 superficiels. Et donc, c'est l'absence de laboratoire spécialisé qui vous a incité à vous intéresser au spermogramme. Tout à fait. Et l'analyse du sperme. Les quelques laboratoires qui le faisaient étaient véritablement trop superficiels. Quand vous avez choisi ou proposé d'ouvrir ce laboratoire à Bicêtre, spécialisé sur les questions d'infertilité, c'était, donc on en a parlé, assez original, et c'était assez audacieux comme démarche. Oui. Et alors, comment ça avait été déclenché? Non, mais comment ont réagi les personnes que vous connaissiez dans le milieu de l'obstétrique, de la pédiatrie, de la transfusion? Ils n'ont pas trouvé que c'était assez bizarre, Si, beaucoup de réserves. Comment ça s'est passé, là? Beaucoup de réserves. Et quand j'arrive à Bicêtre, le directeur m'accueille très très gentiment. Ils étaient flattés ensemble d'avoir des hôpitaux universitaires. Mais il me dit, mais je voudrais comprendre histologie, embryologie. Expliquez-moi tout ça. Alors je lui résume un petit peu. Je lui dis, écoutez, en gros, ça touche la reproduction. Il me dit, vous m'inquiétez un petit peu. Il me dit, avec beaucoup, c'était le directeur ancien modèle. C'est sûrement extrêmement intéressant, mais vous m'inquiétez un petit peu parce que vous savez, Bicêtre jusqu'à présent, c'était un hospice de vieillards. Alors, c'est pas tout à fait adapté pour ce que vous voulez faire, me semble-t-il. Concrètement, qu'est-ce que vous ferez?
qu'est-ce que vous recevrez comme malade? Il dit, ça sera des couples, et puis ça sera... Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous ferez? C'est surtout pour faire l'examen du sperme. Oh, alors là, je commençais... il était un petit peu gêné, puis il se tourne autour du pot, si je puis dire. En l'occurrence, c'était ça. Mais comment on l'a, le sperme? Comment vous l'avez? Je dis, monsieur, on n'a pas la méthode naturelle, vous savez, on n'a rien inventé. Il faudra en effet prévoir un accueil et des possibilités de masturbation. C'est même un peu délicat ce que vous allez faire. Voilà, mais j'avais des gens qui étaient prêts. Mais alors, il vous a proposé, comme locaux, une cave. Et là-bas, à Bicêtre. Au Kremlin Bicêtre. Au départ, oui. C'était au sous-sol. Ah oui. Et c'était comme une cave au départ. Mais oui. Il a fait aménager. Mais il y avait quoi? Il y avait 3 pièces, 4 pièces? Oui, il y avait 3 pièces. Et il y en avait que 2, vraiment très, très utilisables. Quand le couple qui nous était envoyé, avec la notion qu'ils allaient dans le sein des saints de la science et qu'ils allaient trouver une solution à leurs problèmes, car c'est ça. Et on leur dit, oui, vous avez, c'est une déficience du sperme, etc. Et puis, pas de solution. Quelle solution? Est-ce qu'il y a des drogues? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Sauf qu'on savait simplement qu'il existait en ville de l'insémination. De l'insémination clandestine, en ville, donc. Cachée, mais dans un cadre purement d'un gynécologue obstétricien, plus souvent, qui avait demandé à 2-3 externes, tiens... Dans le service, même? Oui, tiens, si tu vas gagner un petit peu de sous. Si tu donnes ton sperme à un couple. Voilà, c'est ça. Et mais c'était fait dans des conditions très mauvaises, et celui qui m'a décidé un jour... vraiment, c'était un brave homme qui vendait des fourrures. Un fourreur, donc. Un fourreur, c'est ça. Ouais. Et qui vient, et je me rends compte qu'il savait qu'il y avait une stérilité. En somme, il dit, écoutez, on m'a proposé de faire de l'insémination, docteur Intel, et j'en ai fait 3. Et puis, ça n'a rien donné, mais ça a coûté une fortune. Ça m'a ruiné. Et il faut que j'arrête, que je cède mon cabinet. On était un petit peu honteux de faire du diagnostic, et puis le reste, écoutez, on sait que ça se fait, mais c'est assez clandestin, etc. C'était pas tolérable. Au tout début de mon histoire, j'avais vécu le passage des transfusions avec des donneurs payés avec la fin de la guerre. Ça n'était plus admissible avec la fin de la guerre, puisque sur la transfusion a joué un énorme rôle pour les blessures de guerre, et il ne venait pas à l'idée de quelqu'un de payer. Et on demandait au sein même, chez des unités, s'il y avait besoin d'une transfusion, les amis trouvaient tout à fait normal de donner leur sang. J'avais connu ça. C'était ma raison qui me disait, c'est jouable, probablement c'est jouable. C'est ça la grande signification. C'était que le sperme, ça entre dans le système du don d'organes. Et ça, c'était votre idée? Oui, c'était mon idée. Inspiré par l'évolution que vous aviez connue dans le domaine du don du sang. Exactement. Mais ensuite, est-ce que ça pouvait marcher, ce système concrètement, ce système de don gratuit lorsqu'il s'agissait du sperme? C'était là la grande interrogation. Vous expliquez, là, on a 2 liquides biologiques finalement. Le sang, avec des cellules dedans, le sperme,
un liquide avec des cellules dedans. Quelle explication vous donnez au fait que, dès le début, vous supputiez que ce ne serait pas un acte qui se généraliserait de façon ouverte, etc. Parce que le fonctionnement était caché. Les demandeurs n'étaient pas prêts du tout à le dire, ne constituaient pas, comme dans le sang, où on ne cache pas un besoin de sang, une hémorragie, etc., tandis qu'une stérilité, surtout stérilité masculine, c'était occulté. À l'époque, je rôdais mon idée sur des amis obstétriciens de Paris. Et je disais, voilà ce que je vais conçoire au laboratoire, etc. Et des deux fois la même chose. Mais écoute, je vais te dire, continue pas. Quand j'ai été étudiant chez le père, un tel chef, etc., il m'a demandé de venir parce qu'il voulait faire des inséminations. Mais écoute, je l'ai fait, je n'étais pas marié, et je vais te dire, je n'ai jamais pu le dire à ma femme. Donc, j'ai fait un programme, disant, il faut que ça vienne à l'hôpital, et j'ai ce programme, je l'ai remis à directeur à Bicêtre, qui me dit, vous savez, ça me dépasse complètement, il ne voulait pas prendre de risques là-dedans, c'était déjà bien suffisant qu'il y ait des masturbations. Dans le cadre de son hôpital, dans les sous-sols. Il avait donné, je le passe à la direction. Donc il l'a passé à la direction, et je reçois une convocation du chef de cabinet du directeur, et qui me dit, évidemment, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, non pas des problèmes de fond, ni de place, puisque dans le bâtiment où vous êtes, on peut s'étendre. Mais tout de même, dans le principe, c'est pas possible qu'on prenne. C'est une décision extrêmement importante. C'est l'acceptation officielle de l'insémination. Ça ne peut être décidé qu'au niveau ministériel. Quelle était l'attitude de l'Église sur ces choses-là à l'époque? La mentalité de l'Église était on ne touche pas, c'est le fait de Dieu, on ne va pas aller intervenir. Enfin bon, c'est vrai, elle est empêtrée, notre chère Église, elle est empêtrée, vous comprenez, parce que ça cavale tellement. Donc, Madame Veil m'a dit, écoutez, d'accord, je vais vous donner les moyens de faire ça, mais est-ce que vous croyez que votre idée de recourir à des donneurs bénévoles, non payés, c'est très beau, mais c'est un petit peu rêveur. Un autre terme encore, est-ce que ça n'est pas un petit peu un rêve? Je dis, écoutez, oui, je le reconnais, parce que partout, à l'étranger, c'est payé, etc. Mais je crois qu'on doit pouvoir faire quelque chose. C'est extrêmement grave, me dit-elle, comme conséquence publique, Et j'ai déjà sur le dos là, le problème de l'avortement, qui m'est très difficile. Je ne peux pas réajouter avec le problème du sperme. Et donc, il faut procéder avec une certaine discrétion. Mais la condition était, vous faites ça, mais pas comme chef de service, c'est-à-dire dans une association, c'est la type loi de 1901, et dans cette association, vous avez un rôle, mais vous ne pouvez pas être le président. Il faut que vous soyez couvert par quelqu'un qui ait beaucoup d'autorité dans le domaine médical, etc. Bon, à la fin de sa description, je lui ai dit, écoutez, je vois à peu près professeur Debré, peut-être. Oh là là. Eh bien, très bien, vous m'avez compris.
Et deuxièmement, vous y mettez dans cette association des gens qui sont surtout des partisans en faveur de ceci et des opposants. Il faut que ça soit traité au sein d'une structure ouvertement et que les arguments s'échangent les uns les autres. Et que c'est comme ça que ça a été le début de l'instauration des CECOS, Centres d'études et de conservation des œufs et du sperme. Voilà. Donc, vous pensez que le jour où j'ai pu le créer, c'était en 1973, que le jour où j'ai pu le créer, j'ai attendu avec une impatience folle, est-ce que l'on va avoir des candidats d'honneur, des couples? Ça, on en avait qui attendaient depuis longtemps, mais est-ce qu'il y en avait qui Eh bien, en quelques mois, j'ai été rassuré. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là dans le laboratoire, et il y a un point qui me semble assez important et qui m'a frappé moi, dans ce laboratoire, c'est qu'on ne s'intéressait pas simplement au sperme, on s'intéressait à l'homme qui recueillait le sperme. C'est vrai. Et ça, c'était vous qui l'aviez mis en place, et moi, ça m'avait séduit à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire un examen sans rencontrer cet homme, l'écouter, écouter son histoire, écouter sa démarche. Et ce qui était très frappant, c'est que souvent ces hommes qui étaient quelquefois dans des parcours d'infertilité relativement longs, avec un certain nombre de choses qui s'étaient passées, quand ils venaient dans notre laboratoire, c'était la première fois qu'ils avaient la possibilité de s'exprimer sur leurs problèmes, sur leur infertilité et tout ce qu'on faisait. Et ce qui m'avait frappé chez ces hommes, c'était deux choses. C'était leur souffrance, que cet étiquetage de leur incapacité de procréation était une souffrance majeure pour eux, et aussi leur désarroi. Et ça, c'était quelque chose de particulier de votre laboratoire, qui n'existait pas en biologie en général, où quand on fait un prélèvement, on s'intéresse au prélèvement, on ne s'intéresse pas tellement à la personne. Ça a été fait avec un état d'esprit, mais vous avez ce que vous arrivez à dire et qui est vraiment le fond de la chose, c'était fait avec un esprit qui était complètement différent. Mais ça a été, je trouve, quelque chose de positif, dans la mesure où la stérilité, la difficulté et les difficultés liées à la stérilité devenaient non pas l'affaire d'un individu, mais l'affaire d'un couple, et que la solution était une solution de couple, et que le choix de recourir à un don de sperme et à un don de sperme qui passait par les sécos, c'était vraiment le couple. Et c'était pas à la limite la femme qui se débrouillait toute seule dans son coin pour résoudre le problème par des méthodes plus ou moins clandestines. Il a défini. Oui, oui, c'est ça. Alors, si vous permettez, justement, la première fois que j'ai rencontré Pierre, puis vous, c'est cette dimension que j'ai découverte dans votre pratique médicale. C'est qu'en fait, je sentais confusément, je le comprends mieux maintenant en vous entendant parler, que vous faisiez de la biologie, vous faisiez de la médecine, mais vous dépassiez ça, vous dévoiliez un petit coin obscur finalement des humains et de l'humanité, de liquide,
le sang, début de votre carrière hospitalière, le sperme. Dans le fond, une transfusion sanguine, c'est un don de vie. Mais c'est un don de vie à quelqu'un qui vit déjà et qu'on veut empêcher de mourir. Alors que le don de sperme, c'est un don de vie, mais pour donner la vie. Je souscrivais complètement. Je prends à mon compte votre présentation. C'est exactement ça. C'est beaucoup plus que le don. C'était beaucoup plus que le don, que le don du sang. La création du SECOS, elle a eu aussi l'intérêt de mettre cette activité à un niveau d'exigence médicale très important, et notamment en termes de sécurité sanitaire. Et là, je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est passé quand est apparue l'épidémie du sida, et quand on a pris conscience que le sperme pouvait être un vecteur de pathologie gravissime et pouvait transmettre le sida. Ça a été le moment le plus douloureux, le plus déstabilisant pour moi. Et là, j'ai dit, écoutez, il faut qu'on voit les choses en face. On est peut-être, notre technique, avec tous les soins que l'on a pris, mais dans la méconnaissance du risque du sida, ben, il se peut très bien que l'on ait contaminé des femmes. Et nous ne pouvons pas échapper à une reconnaissance de ce risque. Et d'abord, il faut prendre des dispositions pour que l'on puisse faire ce qu'il faut à partir de maintenant. Mais, et c'était la deuxième proposition, il faut que l'on fasse rétrospectivement une recherche d'une contamination éventuelle. Quelle angoisse ça a dû être pour vous C'était le grand ébranlement. Alors là, ça a été la douche. Mais comment, si on vous comprend, disent-ils, on va dépister et signaler un... Mais c'est la destruction du service. Mais je dis, il faut voir les choses en face. Si nos gestionnaires supérieurs étaient eux-mêmes au courant, ils nous l'imposeraient. Et si nous ne faisons rien, on nous demandera, on nous dira, mais vous le saviez à partir d'un certain moment. Je ne vois pas comment nous pouvons y échapper. Et alors c'est comme ça qu'on a transigé, mais pour moi ça a été l'épreuve maximale qui mettait en effet en jeu toute une vie finalement. Tout. Mais c'est ce qui m'ont dit. Oui, mais en même temps, la manière dont les choses avaient été conçues dans les SECOS faisait que vous pouviez faire ces contrôles et que rétrospectivement, on peut dire que les risques avaient été réduits au minimum, dans la mesure où, dans les SECOS, on utilisait pour le don que du sperme congelé, donc du sperme congelé qui permettait une mise en quarantaine et puis après les contrôles, etc. Alors que toutes les inséminations qui ont contaminé des femmes à l'époque dans les autres pays avaient été faites avec du sperme frais, non congelé, et que d'ailleurs à l'époque il y avait un débat dans la communauté médicale internationale sur l'efficacité de ces techniques qui
faisait la promotion du sperme frais contre le sperme congelé en disant le sperme frais il est plus efficace. Oui, il était peut-être plus efficace, mais il était plus dangereux. Et donc, on s'est rendu compte que les choix méthodologiques qui avaient été faits par les sécos à l'époque, ben, finalement, ils avaient permis un meilleur contrôle de la sécurité sanitaire. C'est vrai, au fur et à mesure, les contrôles se sont révélés négatifs. Et nous n'avons eu aucune contamination, ce qui a été ça a été un soulagement extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, vraiment, oui, là, c'est ça, oui. Je suis frappé au tout début de notre entretien. Vous avez dit quelle importance le médecin qui venait à la maison avec votre maman et votre grand-mère, comment le fait qu'il s'adresse d'une certaine façon à vous, comment le fait aussi, du fait des circonstances, il n'y avait pas d'argent qui circulait. Dans le fond, vous avez été ce médecin-là toute votre vie. Ah oui, ça a été, pour moi, ça a été quelque chose qui était très particulier à la médecine. Je pensais que c'était généralisé. Et pour moi, quelque chose qui ne se terminait pas par une demande d'argent était quelque chose qui était admirable. Et ça vous a vraiment marqué. Ah bah oui. Et comment, en une phrase, vous résumeriez tout ça là? Quelle pensée vous vient à la fin d'un résumé, d'un parcours une grande chance. Aussi important? Une grande chance. La générosité existe tout de même. Bon, dans ce monde où on ne fonctionne qu'à coup de fric ou de choses comme ça, il y a curieusement une part qui est de générosité et qui persiste.